Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Nous sommes heureux, comme ça a été annoncé, d'être en ligne avec Madame Dounia Bouzar. Bonjour Madame et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour Arc-en-ciel. Écoutez, bonjour à vous et bonjour à notre auditoire international. Le travail que vous faites depuis un certain temps, c'est un travail formidable. Madame Dounia Bouzar, anthropologue des faits religieux, gestion de la laïcité, personnalité qualifiée à l'Observatoire national de la laïcité, expert auprès du Conseil de l'Europe, ancienne personnalité qualifiée du Conseil français du culte musulman. Madame, bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. La question qui se pose sur toutes les lèvres ces derniers jours. Tout le monde ça fait presque une semaine, a entendu parler de ce manifeste. Mais avant de parler du manifeste, on parlera de vos actions et notamment sur le domaine que vous maîtrisez à ce jour, la radicalisation. Que représente pour vous ce fléau qui s'appelle la radicalisation et quelle démarche vous avez entrepris à ce jour pour y contribuer, y contribuer à son abolition? C'est une vaste question, mais c'est vrai que c'est lié, la question de la radicalisation est liée à ce fameux manifeste que vous évoquez et qui semble sous-entendre il y aurait un nouvel antisémitisme qui serait le fruit de l'islam. Tout comme beaucoup de gens pensent que la radicalisation dite djihadiste, puisqu'ils ont repris ce terme, réinterprété ce terme de djihad à leur sauce, ceux qui ont construit Daesh, serait aussi le fruit de l'islam. Et la première chose que j'ai appris, moi, notamment en travaillant pour le ministre de l'Intérieur qui est venu me mandater, c'est que justement ces questions-là ne devraient pas être des questions politiques, parce qu'on a besoin de science, on a besoin de vérité, on a besoin de complexité. Et au fond, les discours politiques ont besoin de rassurer le grand public. Et dans un contexte de trauma national, puisque tout de même la France a été visée à plusieurs reprises de manière ignoble, et de façon différente, allant jusqu'à écraser des simples citoyens avec leurs poussettes, des jeunes dans les terrasses, des journalistes qui travaillent pour la liberté d'expression, etc. Dans un contexte de traumatisme national, le discours politique n'est pas scientifique. Le discours politique essaye de rassurer les gens en disant « ne vous inquiétez pas, on maîtrise ». Et qui a été stigmatisé une fois de plus? Quel a été le discours simplificateur? Le discours politique a finalement essayé de faire croire que le radicalisme était effectivement le produit de l'islam, que c'était au mieux un problème d'identité de la jeunesse issue de l'immigration. Je ne sais pas pour combien de générations encore on va parler d'émigration. Pour ces jeunes qui pensent en français, qui sont nés en France et qui aiment en français, et que c'était un problème de banlieue, et que donc on maîtrisait les gens qui posent problème. Il y a même eu un moment où le discours politique a dit on va former les imams et tout rentrera dans l'ordre. Mais quand on travaille sur le terrain, comme moi qui a été en charge des 1000 premiers jeunes qui sont partis, qui voulaient partir, rejoindre la Syrie, et qu'on travaille avec des statistiques et du recul scientifique, eh bien, on est en désaccord total avec ce type de discours parce qu'on se rend compte de la réalité. La réalité, quelle est-elle? Eh bien, même au niveau des chiffres de police, sur les 15 000 par an
qui ont appelé ce fameux numéro vert, tenu par des policiers, tenu par un service de police, ce qui veut dire que les parents ont peur d'appeler ce service, parce qu'ils savent que quelque part, ils vont ficher leur enfant. Et bien sur les 15 000 parents qui ont appelé en 2014 puis en 2015, il y avait pratiquement 50% de gens qui n'avaient rien à voir avec la situation migratoire, que ce qu'on appelle des Français de souche, qui n'avaient pas d'immigration depuis au moins 3 générations. Il y avait des classes sociales très différentes, pas du tout uniquement des gens qui habitent les banlieues. On avait quelque chose comme 40% de classe moyenne. Il y avait des filles, il y avait des mineurs. Dans mes statistiques à moi, puisque la Commission européenne, heureusement, me demande de faire un gros travail scientifique et je rends 2 énormes rapports qui vont changer la recherche internationale mondiale, parce que c'est la première fois qu'on a autant de jeunes qui étaient pro-Daesh, qu'on peut étudier sur la longueur pendant 2 ans, et même j'ai eu accès à la vie qu'avaient eu ces personnes avant la radicalisation, ce qui est très très important. Eh bien, je trouve 42% de jeunes qui étaient de familles qui ne croyaient pas en Dieu. Donc, ça veut dire quand même, alors bien sûr, moi je n'ai suivi que 1000 jeunes de ces 17 000 familles qui ont appelé au secours le gouvernement. Mais tout de même, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tous les discours simplificateurs qui voudraient dire que finalement d'être de culture musulmane ou de confession musulmane, par essence, ça amène à avoir des valeurs inversées par rapport à la République et à la démocratie. Ce discours, peut-être qu'il permet de repasser une élection ou de rassurer le grand public, mais il n'est pas scientifique et il est contre-productif. Et Daesh lui-même est au courant de ces représentations et de ce débat français. Il demande spécifiquement à des gens d'origine maghrébine de commettre des attentats en France parce qu'ils savent que ça va renforcer les représentations négatives sur l'islam et sur les musulmans en France, que c'est déjà très tendu et que plus finalement le terrorisme va renforcer cette vision du musulman qui serait par essence quelqu'un de violent, de pas civilisé. La preuve étant qu'on appelle ça, les musulmans qui ne mettent pas de bombes sont nommés des musulmans modérés. Ça veut bien dire que dans le débat français, on a validé le fait que être musulman revient à mettre des bombes. Et Daesh joue de ces représentations négatives, et en jouait beaucoup quand ils avaient leur territoire, pour demander uniquement aux Maghrébins de faire des attentats sur le sol français, alors que, comme vous le savez, toutes les nationalités sont, bien sûr, ont été hameçonnées par ce phénomène terroriste. Justement, Madame Bozard, la question qui se pose, parce que vous êtes une femme scientifique, y a-t-il réellement un divorce entre le scientifique et le politique? Votre question, elle est très difficile. Moi, je fais partie des gens qui essayaient qui avaient besoin de faire confiance dans l'État pour pouvoir travailler pour l'État pendant 2 ans comme je l'ai fait. J'en avais d'autant plus besoin que les terroristes coupent les jeunes de leur famille et de la démocratie et de la société tout entière en prétendant qu'il existe des complots contre les musulmans, puisque le vrai islam serait la seule force à pouvoir combattre ces fameuses sociétés secrètes qui finalement nous éloigneraient de Dieu volontairement pour nous endormir. Donc j'avais profondément besoin de croire dans le politique de mon pays et le politique en général. Et force a été, parce que j'ai subi des représailles non seulement politiques mais médiatiques, des représailles où le politique et le médiatique étaient liés, force a été de constater que je ne pouvais pas parler librement. Je ne pouvais pas avoir une place publique qui disait scientifiquement ce ne sont pas les jeunes de banlieue maghrébins musulmans qui fréquentaient les mosquées auparavant qui sont devenus des djihadistes. C'est le contraire. Ce sont des jeunes qui ne connaissent pas leur islam et
qui ont pu, au contraire, été hameçonnés le plus facilement possible et qui n'avaient eu en général pas de transmission religieuse, ni catholique, ni juive, ni bouddhiste, puisque quelques jeunes de toutes ces confessions ont pu aussi être hameçonnés. De nombreux catholiques, mais quelques juifs et quelques bouddhistes ont aussi été des djihadistes de Daesh. Je n'ai pas eu d'espace pour donner cette parole scientifique qui est facile à prouver. J'ai du mal à vous répondre. Je pense qu'on est aussi dans un contexte où, au-delà du discours politique et du besoin de rassurer le grand public, on est sur une question sécuritaire. La question sécuritaire, elle est liée à la question de la police. Dans la police, on a aussi des groupes d'extrême droite qui montent. Je crois que Libération et d'autres journaux ont sorti des articles qui commencent à alerter la France de la part du chef de la DGSI, donc quelqu'un de la police lui-même, qui énonce la force des groupes d'extrême droite qui sont liés avec des gens, parfois, de l'armée et de la police. Y aurait-il un croisement entre l'empêchement d'être scientifique, le politique et la montée de l'extrême droite? Y a-t-il des interférences qui se passent? Je l'ignore, mais je le présuppose, parce que quand on est à ma place ou qu'on a été victime de représailles comme ça, on a bien vu qu'il y avait une espèce de connexion entre tous ces services-là. Et c'est vrai que c'est très anxiogène. C'est très anxiogène parce que pour combattre Daesh, on ne peut pas cautionner des dysfonctionnements nationaux et internationaux politiques. Ce sont des incohérences politiques qui donnent la force à des mouvements terroristes qui font un diagnostic parfois juste, mais qui proposent une mauvaise solution, puisque bien entendu, leur solution serait finalement d'imposer une soi-disant loi divine et d'exterminer tous ceux qui ne s'y soumettraient pas. Mais on est comment dire, on a besoin de cohérence quand on lutte contre le phénomène terroriste dit djihadiste, et on ne peut pas cautionner des dysfonctionnements politiques, puisque sinon des mouvements terroristes comme Daesh se retrouvent les seuls à finalement dénoncer des dysfonctionnements. Donc c'est une question très 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 pointue et très difficile quand on est sur le terrain. Exactement, madame. Donc, c'est pourquoi je me suis permis de vous la poser. Je sais que vous êtes une femme de terrain. Et j'ai dit, vaut mieux que je vous la pose à vous. Et aussi d'avoir votre sentiment, si vous le permettez. Comment vous trouvez la réaction du monde musulman ici en France suite à ce manifeste? Et vous savez, le monde musulman, il a vraiment essayé d'être actif. Moi, je comprends très très mal qu'on dise à chaque fois, les musulmans ne réagissent pas, les musulmans ne réagissent pas. Bien sûr que les musulmans réagissent. La tribune menée par l'imam Tarek Oubrou récemment et tous les autres imams le montrent aussi. Mais le problème, c'est que est-ce que dans le débat français, il y a la place pour dire que l'islam n'est pas une essence génétiquement violente? Le gros problème qu'on rencontre actuellement en tant que musulman, c'est le même qu'en tant qu'intellectuel, c'est que les agissements de Daesh viennent renforcer des représentations inconscientes négatives que l'ensemble de la population française a sur l'islam. C'est un fruit de tas de processus historiques, anthropologiques, de la colonisation, de la relation avec l'Algérie, des 8 guerres de religion que la France a eues, parce que la France est le pays le moins religieux de l'Europe et l'Europe est le continent le moins religieux du monde. Donc on a des spécificités en France, on a aussi des spécificités en termes de législation, notre conception de la laïcité, que d'ailleurs je ne critique pas, mais elle est spécifique à la France, c'est le fruit d'une histoire française. Elle n'existe, moi qui suis expert européen, cette conception de la laïcité n'existe nulle part dans le monde, dans n'importe où dans le monde, pour qu'un juge ou un policier soit impartial quand il est fonctionnaire, il doit signer un serment professionnel.
il ne doit pas cacher ses convictions. Il n'y a qu'en France qu'on relie l'impartialité d'un fonctionnaire, par exemple, et l'invisibilité de sa conviction. Tout ça pour dire qu'en France, nous avons des spécificités. Et ces spécificités nous ont mené vraiment à penser que le croyant est quelqu'un qui ne peut pas réfléchir, et le musulman en particulier est quelqu'un qui devrait choisir quelque part entre les valeurs de la République et ses croyances musulmanes, comme si ces deux-là étaient incompatibles. Quand vous avez un mouvement terroriste comme ça, qui s'implante dans ce contexte-là, eh bien, il vient raviver des représentations négatives. Finalement, si vous prenez les deux extrêmes, le Front National et Daesh, ils interprètent l'islam exactement de la même façon. Donc, les musulmans sont comme pris en sandwich à devoir faire un choix qui n'existe pas, puisque les musulmans essayent de dire « mais l'islam, c'est comme toutes les religions, c'est finalement le fruit d'interprétations humaines, et bien entendu que c'est l'humain qui reçoit son Coran dans son cœur et qui va le mettre en scène de façon différente. » Et donc, ces imams et tous ces musulmans essayent de porter cette parole en disant ne nous définissez pas à l'avance, laissez-nous exprimer nous-mêmes comment on peut être à la fois, mais ça fait 30 ans qu'on essaye de le dire, à la fois français et musulman, comment on a des valeurs communes, y compris avec les juifs et avec les chrétiens, mais aussi avec des gens qui ne croient pas en Dieu, et comment nous ne sommes pas aussi différents que ce que vous voulez penser et le dire, parce que finalement, cette différence est une façon d'assigner les musulmans à un rôle inférieur à des gens qu'il faudrait éduquer, qu'il faudrait civiliser. Donc, Daesh est venu confirmer quelque chose de l'ordre de l'inconscient sur l'islam, qui est très, très, très profond en France, qui était avant sous forme de racisme et qui maintenant s'est islamisé. Donc, je trouve que les imams font un bon travail. Bien sûr que tout ce que je dis ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire une réforme critique de la façon dont on apprend l'islam dans les mosquées, de la façon dont certains imams, bien entendu, ne connaissent rien à tout ça, arrivent de l'étranger et n'ont pas les compétences pour repérer même un début de radicalisation, etc. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas du travail à faire dans la communauté musulmane, mais le problème, c'est que pour faire un travail de remise en question, il faut être en sécurité. On ne peut pas remettre en question des croyances ou des certitudes quand on a l'impression que on doit faire un choix entre sa religion, sa relation à Dieu et la société qu'on aime, dans laquelle on a grandi. Donc, forcément, que cette espèce de clivage dans lequel les musulmans sont mis depuis 30 ans et essayent de se débattre, ralentit aussi la remise en question interne qu'on pourrait faire dans la lecture des textes et du Coran et dans l'enseignement de l'islam dans certaines mosquées. Mais vous savez, une fois que j'ai dit ça, sur mes 1000 djihadistes que j'ai suivis pendant 2 ans et demi, j'en ai pas un qui allait à la mosquée. Ils ont découvert la mosquée quand ils se sont déradicalisés. Ils le disent eux-mêmes dans mon rapport européen, j'ai découvert l'islam une fois que j'ai fait le deuil de Daesh. Donc, je le répète, il y a certainement un travail théologique critique à mener au sein des mosquées françaises, probablement. Mais moi, les jeunes qui se sont laissés hameçonner par Daesh, c'était par des prédicateurs dans les quartiers et par Internet. Ils ne fréquentaient pas de vraies mosquées, ils fréquentaient les garages, ils fréquentaient les appartements de djihadistes, ça oui, mais pas les mosquées. Donc l'un n'empêche pas l'autre, mais il n'y a pas de cause à effet. Le nouvel antisémitisme, d'après vous, donc il n'y a pas un autre antisémitisme, vu que les musulmans sont aussi des sémites, nous avons le même père, Abraham, tout le monde le sait, et là, il y a un risque de rentrer de ce qu'on appelle une fracture de la cohésion nationale et sociale. Mais c'est encore un jeu du pouvoir bien connu, de monter les uns contre les autres pour mieux régner. Et bien de
comme je l'ai dit au début, de rassurer le grand public en disant on maîtrise l'ennemi. L'ennemi, c'est ces gens musulmans qui finalement sont très très différents, etc. L'antisémitisme, c'est une réalité. On va pas s'amuser avec ça. Et d'ailleurs, les djihadistes sont, je sais même pas si je peux dire antisémites, parce que les djihadistes veulent éliminer tous ceux qui ne font pas allégeance à El-Baghdadi. Donc en fait, ils vont tuer autant les autres musulmans qu'ils considèrent égarés et hypocrites, que les juifs qu'ils considèrent comme des hypocrites, que les chrétiens qu'ils considèrent comme des égarés et des hypocrites. Donc un djihadiste va tuer toute personne qui n'impose pas la loi divine pour régénérer ce monde corrompu avec lui. Bon, bien sûr qu'ils sont antisémitistes, mais ils sont aussi anti-chrétiens et anti-musulmans. Et voilà, ils sont anti-tout. Ils sont anti-tout ce qui n'est pas le djihad, défini par eux. Bon, une fois que j'ai dit ça, c'est sûr que la théorie du complot, par contre, c'est la base du radicalisme. Et ça, c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'il y a sur Internet des théories qui circulent comme quoi les Juifs auraient des sociétés secrètes, qu'ils auraient gardées cachées en Israël, qui finalement endormiraient la terre entière pour garder le pouvoir pour eux. Cette théorie du complot, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'elle est utilisée à la fois par des groupes d'extrême droite, des suprématistes blancs qui sont en train de refaire surface en France, mais qui étaient très actifs encore au Canada. Et en Europe. Et en Europe, absolument. En Europe aussi, vous avez raison, en Europe et au Canada. Et là, donc le chef de la DGSI, répétons-le, le remet à l'ordre du jour, et je trouve ça courageux de sa part, parce que lui, il est impartial. Vous voyez, dès qu'il y a un groupe terroriste, il le dit. Il ne pourra pas dire qu'il l'a pas dit. On va voir ce qu'en fait le gouvernement. Mais et donc les groupes terroristes, qui soient musulmans, soi-disant musulmans, djihadistes et d'extrême droite, se servent de cette théorie du complot. Mais on peut pas dire que c'est un produit de l'islam, non. Enfin quand même. Il faut simplement se battre contre cette théorie du complot tous ensemble. La preuve qu'il y aurait pas justement, qu'on va pas se servir d'un antisémitisme pour en cacher un autre, comme le dit si bien votre question, c'est bien que tous les mouvements terroristes se basent sur la même théorie du complot, comme quoi finalement les Juifs posséderaient le monde. Donc c'est quelque chose qu'il faut déconstruire. Moi, j'ai travaillé énormément dessus. Je ne sors pas un jeune de la radicalisation sans justement déconstruire cette approche qui leur fait peur, parce qu'on leur fait peur avec cette théorie du complot. On leur dit qu'ils doivent faire confiance à personne et que à la fin, on leur dit que justement la solution pour régénérer ce monde corrompu, c'est l'extermination de tout le monde. Donc il faut bien la déconstruire. Mais on peut quand même pas relier la théorie du complot au Coran. Alors, dans ces cas-là, je vais dire, c'est tout devient religieux. Non, ce sont des produits historiques et il faut absolument le combattre, que ce soit les musulmans, les chrétiens, les gens athées. Voilà, la théorie du complot doit être combattue par tout le monde, remettre de la science, de la complexité. On peut aussi être contre la politique d'Israël et ne pas être antisémitisme. Je crois qu'il faut ramener un petit peu de scientificité là-dedans. Être antisémite, c'est pas se révolter contre la politique d'Israël et dire qu'Israël ne respecte pas les droits de l'homme. Et ça, on a le droit de le dire. Parce que si on le dit pas, si on n'a pas le droit de le dire, les seuls groupes qui ont le droit de le dire, ça va être les groupes terroristes. Donc les jeunes, ça va donner de la crédibilité aux groupes terroristes. Les jeunes vont se dire, mais tout le monde se tait sur la politique d'Israël, on a le droit de... Ben, la preuve, eux au moins, ils ont le courage d'en parler. Donc ouvrons des espaces où on peut librement critiquer les manques d'application des droits de l'homme et de démocratie, des dysfonctionnements politiques, quand c'est le cas. De cette façon, les jeunes n'iront pas automatiquement vers des groupes extrémistes quand ils pourront s'apercevoir d'un dysfonctionnement de nos démocraties. Sur ces bonnes paroles de la scientifique Dounia Bouzar, ouvrons
les espaces. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, surtout un dimanche. Et je vous dis à très bientôt. Comme vous l'avez bien constaté sur notre communiqué, l'ensemble des intervenants de ce jour, ce ne sont pas des politiques, ce sont des scientifiques, soit des théologiens, soit des scientifiques, notamment le cas de M. le rabbin qui va passer après vous, M. Gabriel Agaï, l'islamologue Karim Ifrak, Renaud Lafitte, l'essayiste, chercheur, et aussi le représentant de CFCM. Donc, il s'agit d'un échange non politique. Et je vous dis à très bientôt. À vous. Merci de vos actions. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique.